Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour cette édition du milieu de semaine. Le mois de juin est l'un des mois les plus importants pour la planète, avec deux journées mondiales, celle de l'environnement le 5 juin et celle de l'océan aujourd'hui le 8 juin. À cette occasion, nous recevrons la navigatrice Alexia Barrier, invitée par la mairie. Elle nous présentera son nouveau projet qui s'intitule The Famous Project. Nous suivrons des membres du CHPG qui, à l'occasion de cette journée mondiale, ont dépollué une partie du littoral. En basket, la Roca Team s'est grillé une cartouche hier en demi-finale à Pau après 2 victoires d'affilée. Nous reviendrons sur la rencontre et nous analyserons la saison qui n'est pas encore terminée pour Monaco avec David Benarous, le journaliste commentateur de beIN Sport. Et enfin, nous irons à la ZAC Saint-Antoine où des élèves des classes de CM1 ont participé à une compétition sportive amicale dans le cadre de la journée olympique qui sera célébrée le 23 juin. Mais avant le 23 juin et cette journée olympienne, il y a le 8 juin et la journée mondiale de l'océan. À cette occasion, L'Homme et l'Océan, le premier livre signé par le prince Albert II, sort en librairie, aujourd'hui aux éditions Flammarion. Autre actualité liée à cette journée mondiale, la venue de la navigatrice qui a participé au dernier Vendée Globe. Alexia Barrier a donné une conférence ce mercredi à l'espace Léo Ferré et elle est avec nous. Alexia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Monaco dans le cadre de la journée mondiale des océans. Vous êtes particulièrement concerné par ce sujet. Comment se portent-ils ces océans? Mal? Alors, je suis navigatrice depuis, j'ai l'habitude de dire depuis l'âge de 3 ans, je navigue depuis très longtemps. Et vous voyez l'évolution? J'ai vu une évolution, exactement. Les navigateurs, nous sommes les premiers témoins de ce qui se passe en mer et on voit une évolution de la pollution, de beaucoup plus de pollution, on voit beaucoup plus de macro-déchets flotter à la surface de l'eau. Il y a la pollution, évidemment, on le sait, que l'on ne voit pas comme les microplastiques, qui est de plus en plus importante également. Et on voit aussi un accroissement du nombre de catastrophes climatiques. Et pour nous, en mer, ça veut dire plus souvent des gros coups de vent et qui se répètent et qui durent plus longtemps. Ces 10 dernières années, on a vraiment vu le phénomène s'accentuer et ça, c'est causé par le changement climatique. Alors, moi, j'aime ne pas être défaitiste et plutôt chercher les solutions. Et c'est pour ça qu'avec For My Planet, mon association, depuis 12 ans, on a activé des actions auprès des scientifiques, chercheurs, océanographes du monde entier et également auprès des plus jeunes. J'aime à les appeler les Kids For My Planet parce que c'est vraiment eux qui ont entre leurs mains déjà leur futur et de leur apprendre à être des citoyens qui agissent en conscience, c'est super important. Vous êtes là en collaboration avec la mairie pour dévoiler les actions pour la préservation des océans dans le cadre de votre projet qui s'appelle The Famous Project. Qu'est-ce que c'est? The Famous Project, c'est ma prochaine aventure. Donc la dernière course à laquelle j'ai participé, ou quasiment, c'était en tout cas la plus importante, le Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, que j'ai terminé. Après ça, j'ai voulu repartir en course autour du monde, mais cette fois-ci pour un challenge encore plus grand. C'est le tour du monde le plus rapidement possible sur un record qui s'appelle le Trophée Jules Verne. Le principe, c'est on choisit son bateau, on choisit son équipage, et on part pour battre un record qui est aujourd'hui établi par Francis Joyon à 40 jours. Donc on va partir avec un équipage 100% féminin. C'est une grande première parce que ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de femme sur ce trophée Jules Verne. On peut dire que c'est l'épopée maritime du siècle 100% féminin. Qu'est-ce que vous préférez faire? Naviguer en équipage ou seul? Ah, ça, c'est une question difficile. J'aime beaucoup être... oui, c'est pas pareil. Être seul, ça nous permet de peut-être toucher ses limites et apprendre à mieux se connaître. En équipage, c'est vraiment une histoire de partage. Alors, il y a le proverbe qui dit « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Là, ça ne sera pas le cas. J'imagine que vous avez choisi vos accompagnantes. Qui sont-elles? Alors, j'ai une équipe de rockstars, pour tout vous dire. Ce sont les rockstars de la voile. Di Carfari, qui est une femme de record. Elle a fait 7 tours du monde, le Vendée Globe, la Volvo Ocean Race et même le tour du monde à l'envers, en solitaire, sans escale et sans assistance. Marie Tabarly, que l'on ne présente pas, la fille d'Eric, qui navigue actuellement en tant que capitaine sur Penduic 6. C'est vraiment un équipage international. On a Sarah qui est américaine, Elena qui est suédoise, June Molloy, la seule irlandaise qui a fait la solitaire du Figaro, et une autre française, mais pas des moindres, Marie Rioux, qui est la femme la plus rapide au monde à la voile. Dernière question, quelles sont les étapes, votre échéancier?
Alors on a 2 ans de préparation, de courses et de records à travers le monde, dans les plus grandes capitales mondiales de la planète. On va participer par exemple à Cape to Rio, de Cape Town à Rio, et on veut à chaque fois, à chaque départ de course de record, organiser un colloque avec des associations de femmes pour parler de la cause de la femme dans tous les pays dans lesquels on va se rendre et tenter notre premier record trophée Jules Verne fin 2024. Si on est prête, si on n'est pas prête, on décalera d'1 an. Aujourd'hui, on est encore en phase de levée de fonds. Alors si vos téléspectateurs ont envie de rentrer dans l'aventure, on cherche encore des sponsors. Bah écoutez, le message est passé. Alexia Barrier, merci de nous avoir parlé de votre Famous Project. Merci. Et toujours dans le cadre de la Journée mondiale de l'océan, le CHPG a organisé un événement inédit, une sortie en mer afin de dépolluer une partie du littoral. Vanessa Dissy vous en dit plus sur des images du CHPG et de Lionel Bernardi. Très engagés pour la protection de l'environnement, les professionnels du CHPG se sont unis afin de réaliser une action éco-responsable et ludique. L'événement éco-sportif consistait à ramasser des déchets sur les plages de la Mala et de la Marquée. Une trentaine de personnes ont pu participer donc à cette action. Bien sûr, en fonction de l'activité, je disais tout à l'heure, et de la continuité de service, tout le monde ne peut pas être présent, bien évidemment. Donc, mais on a des agents, des soignants, des médecins, des agents des services techniques, des agents des services administratifs. Donc, c'est plutôt fédérateur. Ça permet donc aussi aux agents de se connaître, puisque quand même l'établissement regroupe plus de 2500 agents. Et il est compliqué pour les agents de pouvoir échanger librement et facilement au quotidien. Donc là, ça permet aussi non seulement d'avoir une action sur l'environnement, mais une action au niveau social. Bien que les plages soient plus propres ces derniers temps, le résultat de l'opération reste néanmoins significatif. On est parti avec 14 canoës-kayaks et 2 paddles. Chaque équipement avait un sac plastique et chacun a pu ramasser au moins la moitié d'un sac plastique. Donc effectivement, le bilan est plutôt satisfaisant. On peut constater quand même que les plages sont relativement propres, ce qu'on a pu constater sur la plage de la Mala et en mer aussi, puisqu'on a ramassé aussi les déchets en mer en allant sur la plage de la Mala. L'idée, c'était aussi de pouvoir un peu nettoyer la mer. Donc un bilan plutôt très positif. Les agents, à leur retour, étaient très satisfaits. Les sacs de déchets ont été ramenés au CHPG afin d'être triés et dispatchés dans les bonnes filières. Pour les points infos du jour, on accueille Alexandra Pani, bonsoir. On l'a entendu précédemment avec Alexia Barrier ou le personnel du CHPG. Ce 8 juin est la Journée mondiale de l'océan. Océan qui sera justement à l'honneur durant un concert. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Sensibiliser le grand public à la protection de l'océan à travers des grands airs de musique classique et contemporaine. Ce sera l'enjeu de ce quatuor américain pour ce concert au cinéma d'été de Monaco le vendredi 17 juin. Un événement proposé conjointement par la Fondation Prince Albert II de Monaco et le Consulat général des États-Unis à Marseille. Un dîner-conférence pour soutenir l'action Handiplage. Vous connaissez sûrement ce service proposé chaque été sur la plage du Larvoto. Le site Handiplage permet un accès facilité et surtout sécurisé à la mer pour toute personne en situation de handicap. Le gouvernement princier prend en charge la gestion du site et du personnel, mais c'est le club Sœurs Optimistes International de Monaco qui assure l'achat et l'entretien du matériel. Pour aider à ce coût financier, le club propose le mardi 14 juin un dîner-conférence à l'Automobile Club de Monaco en présence du parrain du site, Pierre Frolat. Le bilan sanitaire relatif à la Covid-19 est à présent publié chaque semaine et vous avez les derniers chiffres. Oui Fabien, un bilan à présent hebdomadaire et un taux d'incidence en légère hausse, 347 au lieu de 148 la semaine dernière. 1830 tests PCR et antigéniques ont été pratiqués entre le 30 mai et le 5 juin sur des patients résidents et non résidents. 16,7% des tests sont sortis positifs. En basket, les demi-finales du championnat de France se jouent cette semaine pour Monaco. La Roca Team se déplaçait à Pau ce mardi pour décrocher son ticket pour la finale. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Yannick Debever et Thomas Deus. Yannick, bonsoir. Tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Monégasques hier au soir. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. La Roca Team voulait imiter l'Asvel, gagner sa demi-finale en 3 matchs. Dans un palais des sports bouillonnant, les Monégasques sont tombés face à des Palois survoltés. Voici le résumé de la rencontre. Monaco, Pau, acte 3 de ces demi-finales de Betclic Elite. C'est un match qui a été serré de bout en bout, mais finalement l'envie paloise a eu raison des Monégasques. Dès l'entame de match, Grégor Hrovat, 19 points, 9 rebonds, 4 passes et très juste.
Monaco subit avant de se relever et recoller au score. Les changements de leader se succèdent et finalement au bout de cette première mi-temps de très haute intensité, les deux équipes sont dos à dos 42-42. Monégasque, s'il n'y a pas de rebond offensif. C'est en deuxième mi-temps que Pau va se détacher très légèrement grâce à des intérieurs retrouvés. Complètement dominés au rebond lors des deux premiers matchs, les Palois inversent cette tendance et s'offrent des secondes chances précieuses. Les intérieurs béarnais dominent tour à tour les Monégasques en attaque et en défense. La Roca Team s'accroche jusqu'au bout et malgré les 21 et 19 points de Mike James et Dwayne Bacon, c'est Brandon Jefferson qui aura le dernier mot. Ce shoot à 20 secondes de la fin du match est assassin. La Roca Team s'incline finalement 82-76 et laisse Pau toujours en vie dans cette demi-finale. Of course, at their court, under their home crowd, for them it's way easier to play, and I think it's obvious that the game that we played at home carry on to this one, and this is the reason that we lost. They did many things way better than we did, and they deserve to win. Grosse déception pour les Monégasques, évidemment, après deux premiers matchs largement dominés. Les murs du vestiaire ont tremblé après la rencontre. Écoutez ce que Sacha Obradovic avait à dire à propos de l'attitude de ses joueurs. Winning, like in our gym, probably also made us a little bit, too confident. I said, and with this kind, of attitude, sometimes it's not easy, to have a concentration for 40 minutes. We have to believe that we can lose to them. It's not that, they didn't fight, I cannot have, any big complaint about this, but, in some moments, we just stop, doing this and give easy things to them. So stopping easy things, stopping, the guards, being more solid in defense on them, is, key to win. Il faudra évidemment retrouver une mentalité de gagnant ce jeudi pour rallier la finale et avoir un duel face à l'Asvel que la France entière du basket attend impatiemment. Voilà pour le résumé. Analysons à présent cette rencontre avec un spécialiste, le journaliste et commentateur sur beIN Sport, David Benarous. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre analyse? C'est Monaco qui a été en dessous ou c'est Pau qui a été très bon? Comment vous expliquez cette défaite pour Monaco? Sincèrement, il y avait de gros doutes avant le match sur notamment les capacités physiques d'Ndiaye et Shikoko d'être présents et à 100% sur le match d'hier face à Monaco. Il faut donner du crédit au staff médical de Pau. Orthez qui a retapé ces deux joueurs-là, ça a été la clé du match. D'ailleurs, il l'a dit après match, Sacha Obradovic en conférence de presse. Il a dit on perd ce match dans la raquette et au rebond. C'est la preuve, en tout cas, que les deux intérieurs ont fait le job. Il y avait de l'envie du côté de Pau. Ils n'avaient pas envie de se faire sweeper. C'est l'équipe qui a gagné la Coupe de France, on le rappelle. On sentait qu'il y avait une âme, on sentait qu'il y avait une vraie ambiance au palais là-bas à Pau. Il y a une fierté à l'élan béarnais qui a fait que la voulait plus que les Monégasques, cette victoire-là, tout simplement. Monaco nous a fait très peur en quart face à Strasbourg. Là, une défaite hier en demi. Selon vous, Monaco a les armes pour aller en finale et pourquoi pas gagner le championnat de France. Après une longue saison, en plus, on en est à 81 matchs pour la Roca Team et c'est pas fini. Monaco a les armes? Les armes pour aller en finale, évidemment. Monaco fait partie des deux favoris en début de saison pour aller en finale avec l'Asvel. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ils ont deux, voire trois équipes, on peut dire, puisqu'à chaque match, on sait que Sacha Obradovic est obligé de faire des choix d'hommes. Il est obligé d'éliminer des joueurs tout simplement de la feuille de match depuis le début de la saison, c'est pas simple. Aller en finale, oui. Gagner le titre, c'est une autre paire de manches, franchement, parce qu'en face il y a un client, c'est l'Asvel, double championne en titre, qui veut faire le three-peat. Oui, et qui n'a fait qu'une bouchée en plus de Dijon avec 3 victoires à 0. Oui, j'en ai parlé avec TJ Parker parce que j'ai eu la chance d'être à Dijon justement pour commenter le match face à l'Asvel, et il me confiait justement que le premier tour, en fait, où ils sont passés très très près de la correctionnelle face à Cholet, leur a vraiment fait une grosse piqûre de rappel. C'est aussi et surtout pour ça, m'a-t-il dit, que l'Asvel s'est montrée très sérieuse face à Dijon et n'a absolument rien lâché. Voilà, il n'y a pas eu un match sans comme Monaco hier soir. Ces dernières années, la Roca Team a été un peu le poulie d'or du basket, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que 2022 pourrait être l'année de l'ASM? Ça serait franchement un énorme upset de voir Monaco ne pas atteindre les finales de Betclic Elite, sincèrement.
faut donner du crédit également au travail d'Éric Barthécheki et des Palois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en termes de budget, d'ambition, de qualité de roster, ça serait un exploit que de voir Pau sortir Monaco. J'y crois moyennement. Ce premier titre-là, en tout cas, ils ont les armes vraiment pour aller le chercher. Je pense sincèrement qu'il ne faudra pas se mettre à feu et vivre un match 5 avec Gaston Médecin. Voilà. Comment la trouvez-vous, pour finir, cette équipe monégasque avec un gros Mike James tout au long de la saison, mais avec d'autres joueurs qui comptent, je pense à Yacouba Ouattara, Dwayne Bacon, Dante Hall. Comment vous la trouvez, l'équipe monégasque? J'ai eu la chance de venir plusieurs fois à Gaston Médecin cette saison pour Bid. J'étais notamment là lors du match contre les Mets, qui est un match fantastique. C'était 2 jours après d'ailleurs le match de légende, on peut le dire, face au Real. Il a été perdu à Gaston Médecin, mais il y a eu double prolongation. La Rocatine n'est vraiment pas passée loin d'un énorme exploit sur ce match-là. 2 jours plus tard, nous sommes venus à Monaco. On avait assisté à ce match magnifique face aux Mets, qui à l'époque était leader. J'ai cru à ce moment-là de la saison, pour être tout à fait franc, je voyais pas mal d'électricité dans le groupe. Et finalement, Sacha Obradovic, il faut donner beaucoup de crédit à ce coach-là, qui est un monument du basket, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a relancé cette équipe-là après ces 2 défaites qui, à ce moment-là, sincèrement, quand je suis sorti de Gaston Médecin à ce moment-là, je crois que j'étais avec Chris Singleton ou Fred Weiss, je ne sais plus, on s'est dit Monaco, ça va être compliqué, ça peut dérailler, parce qu'on sait aussi que Mike James avait des problèmes relationnels avec le précédent coach, Mitrovic. J'ai cru que ces étincelles-là allaient faire un vrai brasier, et finalement, Sacha Obradovic a calmé tout le monde, a remis tout le monde en selle, et ça a été finalement, c'est de toute façon une très belle saison, parce que le quart de finale de Euroleague contre l'Olympiakos restera gravé longtemps dans les têtes des amateurs de basket en France. David Benarous, merci. Merci à vous, avec plaisir. Je le rappelle, le 4e match des demi-finales se joue ce jeudi à 20h30. Du basket, qui est une discipline olympique, on passe à la journée olympique, qui est célébrée traditionnellement le 23 juin. Et bien, à cette occasion, un peu en avance, des élèves des classes de CM1 ont participé à une compétition sportive amicale à la ZAC Saint-Antoine. Reportage de Frédéric Hélion et Jean-Alexandre Dordet. Bouger, apprendre, découvrir, voilà la devise de la journée olympique organisée par le comité olympique monégasque mercredi matin à l'espace Saint-Antoine. Sélectionnés en amont par leurs professeurs d'EPS, les meilleurs élèves des classes de CM1 de la Principauté se sont affrontés sur une compétition sportive amicale par équipe. Chaque classe arborait des t-shirts aux couleurs des anneaux olympiques et des 5 continents. Tous les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur différents ateliers, une course en relais avec des haies à franchir, saut en longueur ou encore lancer du poids. Un beau moment de partage autour du sport dans le respect des valeurs olympiques. Alors la journée olympique, eh bien, vous avez juste là le nouveau message important, puisque c'est aussi un message de paix, et je crois que c'est de circonstances dans notre époque, et le CEO y a été très sensible. Et nous véhiculons bien sûr auprès des enfants toutes ces valeurs, l'amitié. Et la journée olympique, eh bien, c'est le point final, si vous voulez, d'une longue marche dans l'année sur ces valeurs et sur le principe même de la journée. Le sport, c'est aussi la transmission du savoir entre les générations. Pour encadrer les différents ateliers, de nombreux athlètes olympiques, comme les bobeurs Rudy Rinaldi et Boris Vian, le rameur Mathias Raymond, la pongiste Xiao Xinyang ou la sprinteuse Charlotte Afria. C'est super de rencontrer toutes les écoles, puis même moi j'étais à l'école des équipes là, donc c'est super sympa. Et puis qu'ils se rencontrent tous et tout, puis moi je suis sur ma discipline, le sprint, donc je suis super contente. On prend notre rôle un peu d'ambassadeur un peu à cœur, donc c'est super d'en arriver là au final. Et surtout avec des bons jeunes comme ça qui aiment le partage. Après des épreuves qualificatives, place à la finale sous forme de relais et sous les yeux du prince Albert II. L'ordre de départ est déterminé par les résultats de la matinée et au terme d'une dernière ligne droite de folie, l'équipe Europe 1 de l'école de Saint-Charles l'emporte devant Monaco 1 et Océanie 1, soit respectivement l'école des Révoirs et de la Condamine. Je me suis dit que je ne savais pas si on allait gagner, mais j'avais beaucoup de confiance en moi et au moins on a participé et on est très contents parce que voilà, c'est un réjouissement vraiment. Ça représente un honneur. On a gagné la journée olympique et je voudrais féliciter toute mon équipe et aussi la deuxième équipe de Saint-Charles. Excellence, amitié, respect, cette matinée aura peut-être fait naître quelques vocations pour les champions de demain. Alexandra, on vous retrouve pour le reste de l'actualité de ce mercredi 8 juin et une belle somme de récoltés.
40 000 € en 2 chèques pour les 2 établissements de la Principauté avec un service de pathologie cardiaque, le centre hospitalier Princesse Grasse et le centre cardio-thoracique de Monaco. L'association Femmes Leaders Mondiales de Monaco leur a remis à chacun la somme de 20 000 € en présence du nouveau ministre pour les Affaires sociales et la Santé, Christophe Robineau. Vous nous proposez de découvrir les archives nationales. La jeune mission de préfiguration des Archives nationales et le service central des archives et de la documentation administrative propose une journée portes ouvertes ce vendredi de 9h30 à 17h sur réservation. Le but de cette journée, faire découvrir au public la richesse du fonds d'archives monégasque. La culture s'est unie en principauté pour soutenir la population ukrainienne à travers plusieurs spectacles. La dernière représentation a lieu ce vendredi. Il s'agit du spectacle Myland mêlant cirque et danse. 7 artistes circassiens seront sur scène et vous emporteront sur les traces de leur propre histoire et leur lien qui les unit à l'Ukraine. Et comme vous l'avez rappelé Fabien, la somme récoltée pour cette représentation sera reversée au Fonds Ukraine de la Croix-Rouge monégasque. La Maison de France accueillit l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Les mélomanes ont pu profiter d'un concert de 6 musiciens de l'OPMC ce mardi soir rue Grimaldi, avec pour thème Shostakovich et son temps. On en écoute un extrait. La musique adoucit les mœurs. Est-ce qu'elle apporte des éclaircies, Alexandra ? Les nuages d'aujourd'hui devraient se dissiper pour la journée de jeudi. Le soleil sera de retour, mais les températures seront plus fraîches dans la matinée, avec 17 degrés d'annoncés et 26 degrés au plus chaud de la journée. En ce 9 juin, nous souhaiterons une bonne fête aux Dianes. Merci Alexandra. Les photos de fin de journal prises par Michael Alési sont consacrées à un sujet que l'on a développé dans cette édition. Les meilleurs élèves de CM1 se sont affrontés à la ZAC Saint-Antoine dans le cadre de la journée olympique. Ce journal est terminé. Vous retrouverez demain ici même Patricia Navarro à 19h. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.